parle tout français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Moi, à ce moment-là, j'avais lu, parce que naturellement nous recevions les journaux du jour, les journaux d'Angleterre, il y avait la bataille de Smolensk. Donc je venais de donner mon numéro, puis je repartais dans les coulisses et je lisais ce journal qui m'avait enflammé. Et en ce moment-là, je prends ma guitare, comme il m'arrivait souvent, et je commence à, comme on dit en anglais, strum de guitare. Enfin, je fais des accords qui me rappellent justement la marche d'un petit bataillon ou d'un groupe de maquisards. À ce moment-là, ils ne s'appelaient pas les maquisards, mais enfin c'était déjà les partisans qui s'en vont dans la forêt, et bien entendu les partisans russes, puisqu'il était question des partisans russes dans le journal. Et les paroles me viennent normalement, toute seule, en russe. Je chante en russe, je raconte, je dis, voilà, «От леса до леса дорога идет вдоль обрыва». D'une forêt à l'autre, la route longe le précipice, et tout le reste m'est venu du cœur, de l'âme, je ne sais pas, j'ai presque pas pensé, la chanson était prête. Et lorsque c'était mon temps de revenir à la scène, j'avais cette chanson déjà toute chaude, enfin qui vibrait, qui palpitait, et en premier lieu, avant de commencer mon programme, j'explique à mes marins, en anglais évidemment, écoutez, voilà, c'est une chanson pour les partisans russes, elle est en russe, vous n'allez pas comprendre, mais voilà de quoi il s'agit. Et je leur donne une petite traduction. Et j'entame la chanson. À ce moment-là, je la chantais en russe, en fredonnant, sans mélodie et seulement en tapant sur la guitare le bruit des pas. J'ai donc exécuté cette chanson, elle n'était pas longue, et lorsque j'ai terminé, il y eut un silence hypnotique, un silence extraordinaire. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui avait volé dans l'espace entre eux, et puis tout à coup un crépitement d'applaudissements, et ils tapaient des pieds, parce que c'était toujours la façon de laquelle ils exprimaient leur admiration, et dans ça, alors après j'ai entamé, j'ai chanté mes autres chansons, et puis je suis revenu derrière le rideau. C'était un théâtre sur les tréteaux, enfin nous avions un rideau, derrière c'était les coulisses, et je suis rencontré par le magicien qui faisait partie de notre programme, et il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson où vous ne mettez même pas la musique sur la guitare, enfin on n'entend les pas, et puis alors il me sort tout à coup de son chapeau ou de je ne sais pas quoi, un mouchoir rouge, et il me dit, voilà, tenez ça. Enfin c'était le souvenir que j'ai eu. Bref, la marche des partisans, comme je l'avais appelée à ce moment-là, était née. Ensuite, je continue ma carrière, je chante un peu partout, je suis entraîné avec la ENSA et avec mes artistes. Nous étions toujours 5 dans le programme, et il y avait un piano, un magicien, un conférencier, moi qui étais à toutes les sauces, parce qu'avec la guitare, je pouvais chanter de l'opéra, de la chanson, celle que je composais. Après ça, naturellement, j'étais très souvent invité à la BBC. Donc à la BBC, je chante ma marche des partisans. Oh, celui qui s'occupait de notre programme, il dit « But it's the guerrilla song ». Et elle est devenue la guerrilla song. Je la chante à la BBC, passe quelques mois, nous sommes en 1943, et c'est ma première rencontre à Londres pendant la guerre, avec les premiers Français arrivés de France. C'est-à-dire, je ne parle pas des premiers Français qui étaient déjà au Carlton Garden avec De Gaulle, mais enfin nous étions en 1943, et c'était un petit groupe qui était arrivé par moyen de l'Espagne, je ne me rappelle plus quoi. C'était chez Liuba et Emmanuel Dastier. Je crois que c'était Henri Freinet qui m'avait introduit à eux, et j'étais venu le soir avec la guitare, car j'étais celle qui ne se séparait jamais de ma guitare. Et je rencontre donc quelques 5 personnes que je ne connais absolument pas. Ce sont des Français, je les vois pour la première fois. Et Liuba, qui naturellement était russe, me parle en russe. Elle me dit, écoutez, chantez-nous, évidemment. Et je prends ma guitare, je commence à chanter, et
après les quelques chansons, toujours mes chansons pour la France, pour libérer la France, je m'aventure à présenter ma marche des partisans. Le même effet que dans la salle avec mes marins. Tout le monde est absolument sidéré. Et il y a un homme qui crie « Mais voilà ce qu'il faut pour la France !» Et tout de suite, aussitôt, Louba me dit, écoutez, vous voyez, ça c'est Joseph Kessel, naturellement il comprend le russe, moi je l'ai compris, c'est vraiment, c'est quelque chose qui nous prend aux entrailles, et Freinet nous dit, mais comment se fait-il que vous écrivez des chansons comme si que vous êtes là-bas, en France, que vous êtes sous la botte ennemie, enfin ça a tout à fait cet engouement qu'il faut, enfin vous êtes ici, comment... Alors tout le monde me parle, et puis il y a un autre jeune homme blond qui s'approche de moi. Louba me dit, ça c'est Maurice Druon, Joseph Kessel. J'avais jamais entendu parler de Joseph Kessel. Je m'excuse, Jeff, mais à ce moment-là, c'était en 43, il y a longtemps. Et Maurice Druon aussi, je n'avais entendu parler de... Bon, après on se sépare, moi je continue ma route, et c'était... la première soirée où nous nous réunions entre Français arrivés de France. Donc Louba me raconte après au téléphone qu'ils sont sortis enfin sous le danger, ils ont traversé l'Espagne, je ne sais pas quoi, et enfin les voilà. Donc il y a Joseph Kessel, Maurice Druon, il y avait Rémy, il y avait Henri Freinet, et il y avait encore 2 personnes. Après cela, donc, c'était Louba qui était toujours le lien. Alors Louba me téléphone, elle me dit, tu sais, ils écrivent ça en français, etc. Deuxième soirée où on m'invite, je rentre aussi de quelque part en Angleterre, de nouveau on se retrouve, ici déjà on se connaît plus ou moins. Et quand j'ai entendu par Louba qu'ils écrivaient les paroles françaises, alors j'ai commencé moi aussi à écrire les miennes. Mais j'avais pas beaucoup de temps, et lorsque je viens à cette soirée, j'ai ma traduction dans ma poche, qui n'était pas faite, c'était une esquisse en somme. J'avais jeté des idées. Et là, alors de nouveau, une chaleur fraternelle, les camarades, on parle de la France, on parle de ce qui se passe, et puis alors la guitare, je chante, et puis Joseph Kessel s'approche de moi et me dit, voilà, les paroles sont faites. Vous pouvez les chanter? Je n'ai pas osé dire que dans ma poche, j'avais aussi plus ou moins écrit quelque chose. Et aussitôt, je les ai chantés, ça a collé merveilleusement, ça a entré dans la musique, et à ce moment-là, le chant des partisans est né. Quand je suis rentré à Paris, j'ai eu un florilège de 20 chansons de la Résistance, avec Paris est à nous, tu appartiens au lendemain, etc. Mais le sifflet, la marche des partisans, le chant de la libération, le chant des partisans, tout cela, c'était cette chanson qui est devenue l'hymne de la Résistance, mais elle l'est devenue parce que personne ne l'a poussée, personne n'a essayé de l'imposer. Elle a été prise par le terroir, par les Français, par les maquisards, et elle a volé de ses propres ailes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un tas d'histoires intéressantes et tristes et lugubres et même joyeuses, enfin qui se rapportent au moment où on chante ce chant des partisans, des conditions extraordinaires. D'abord, naturellement, effrayante parce que c'était encore sous la botte ennemie, et puis après la liberté et la libération de Paris. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Des pays où les gens au creux du lit font des rêves. La complainte du partisan est une autre histoire de la guerre. Je l'appelle la cousine du chant des partisans parce qu'elles allaient de pair. C'était l'hiver, je pensais toujours à la France, j'écrivais des chansons, mais à ce moment-là, j'ai fredonné la complainte, qui n'était pas la complainte, mais qui était quelque chose de nostalgique en pensant à la France, qui était la 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 la.
Un genre de mélodie qui vous emporte. Vous savez, c'est quelque chose qui vous... Une rengaine, une véritable rengaine, mais qui vous prend. Et alors là, naturellement, je ne faisais pas attention, je ne pensais pas à lui donner des paroles précisément. Mais après, lorsque j'ai rencontré Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Emmanuel a été très impressionné par cette complainte, par cette mélodie qui n'avait pas de paroles. Alors là, il a commencé à mettre les siennes. Puis de nouveau, nous nous sommes rencontrés avec les amis. Elle était lancinante, ça prenait. Chacun y mettait une phrase, chacun y ajoutait du sien. Moi aussi, j'ai un peu... Mais en tous les cas, elle est née sous la plume. C'est Emmanuel d'Astier de la Vigerie qui l'a formée et qui a créé les paroles, même si elles ont été un peu prises de l'un et de l'autre, etc. Parce que ce sont des idées, des pensées très marquées de ce qui se passait en France. Ça ne pouvait pas ne pas réveiller en chacun une phrase ou une idée. Ça ne pouvait pas être un poème auquel on prend une plume et on commence à écrire, n'est-ce pas? C'était quelque chose, c'était une union générale que Emmanuel d'Astier a finalisé. Et alors là, c'était la complainte du partisan que je chantais aussi dans mon répertoire et qui plaisait beaucoup et qui emportait les gens, et qui fascinait. Elle a quelque chose de fascinant, de lancinant. Et les paroles sont très belles et très vraies. Donc Emmanuel d'Astier de la Vigerie, dans la Résistance, puisqu'il était très actif en France, il avait le pseudonyme de Bernard. Un soir, à dîner en 1945, chez Henri Freinet, il habitait un appartement, il venait d'être ministre des prisonniers et déportés. Nous dînions ensemble dans son appartement à côté de l'avenue Mozart, et à minuit, la sonnette sonne. Il va ouvrir, c'est François de la Roche-Brochard qui apparaît, absolument crotté, avec embout, avec des bottes, dans un état pitoyable, les cheveux en eau, enfin dans un état affreux. Et il nous dit complètement hagard, nous venons de découvrir le camp de Dachau. Il s'assoit, on lui donne quelque chose à boire, enfin pour qu'il se remette. On parle, il raconte toutes les horreurs qu'ils ont vues, les squelettes alignés, les gens mourants, Et alors à ce moment-là, j'ai pris la guitare et j'ai chanté la complainte. Je dois vous dire que l'émotion de cette complainte, nous étions tellement bouleversés. Je n'ai jamais oublié, chaque fois que je chante la complainte, pour moi c'est encore cette soirée, lorsqu'on a découvert le camp de concentration de Dachau. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.